Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va voir le cours des automates programmables industriels, situés dans la fonction traitée dans la chaîne d'information. Avant de commencer, on va exposer un problème où un monsieur qui veut changer la barrière de son parking, qui est une vieille barrière manuelle. Donc la solution proposée, c'est l'automatisation de la barrière. Donc, pour faciliter la vie de ses employés, il a remplacé la barrière du parking par une barrière automatique. Alors, l'automatisation du système, il permet le fonctionnement d'un système d'une façon indépendante de l'être humain. Donc, le choix de l'outil technologique dépend du procédé et de sa complexité. Généralement, l'automaticien dispose de deux solutions, la logique câblée ou bien la solution câblée. Il se repose sur l'utilisation des composants, à savoir des relais électromagnétiques des systèmes pneumatiques pour la réalisation des parties de commande, par câblage, les schémas électriques, les tableaux de connexion, etc. Les avantages de cette solution est elle est peu coûteuse lorsque le système est peu complexe au niveau de sa partie commande. Mais les inconvénients majeurs, un câblage qui est encombré, la modification du fonctionnement, forcément une modification du câblage, chose qui est impossible si le schéma il est déjà préétabli, et finalement il est cher, il n'y a pas de flexibilité, on a dit pas de flexibilité au niveau de changement de fonctionnement, donc changement de câble, donc pas de communication possible. Alors, un système ou bien un fonctionnement qui est figé impose un câblage qui ne peut pas être changé ou bien il n'y a pas un moyen pour assurer la communication avec les opérateurs. On revient à la situation dans un cas donné, un collègue, il s'est appuyé sur la barrière et il est tombé. Le lendemain, la barrière s'est baissée sur le capot d'une voiture. Donc, il faut chercher une autre solution qui peut résoudre ces problèmes, qui peut mettre à niveau les performances du système. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter à cette barrière automatique pour résoudre ce problème? Donc, il faut penser à une deuxième logique qui est la logique programmée, qui s'est basée sur les microprocesseurs qui permet la modification du système, une modification du système, ou bien du fonctionnement du système, il suffit juste de modifier le programme. Un câblage et un volume réduit, donc on a résolu le problème de l'encombrement du câblage. Les erreurs, les modifications, les extensions, ils sont tous faciles à réaliser. Le prix de revient, il est plus élevé que celui d'une logique câblée. Lorsque l'automatisme est simple, alors pour la logique programmée, on se propose soit d'utiliser un microcontrôleur ou un automate programmable. On a opté la solution d'automate programmable industriel. Alors, qu'est-ce qu'un automate programmable industriel? Quand il sera relié avec les éléments du système, en entrée, en sortie, quels sont les constituants de cet automate programmable et comment on peut implanter le programme, comment on peut réaliser ce programme. Alors, tout simplement, l'automate programmable, il va recevoir les informations des entrées qui sont les capteurs et les interfaces en machine qui assurent le dialogue entre l'opérateur et le système. Et bien sûr, le système, il reçoit les ordres des sorties. Donc, les sorties ils seront liés aux pré-actionneurs et aux moyens de dialogue, les interfaces en machine en sortie. Donc, ce fonctionnement, il est réalisé, il est assuré par un programme qui est implanté dans l'automate programmable. Généralement, si on veut définir la fonction des automates programmables industriels, il sert à traiter les informations entrantes pour émettre des ordres en sortie en fonction d'un programme. Alors, l'automate programmable industriel, c'est une machine électronique programmable par un personnel non informaticien et destinée à piloter en ambiance industrielle en temps réel des procédés ou des parties opératives. On a plusieurs types, réactables et modulaires. Ci-contre, on trouve des exemples des constructeurs, Siemens, Schneider, etc. Pour les exemples ou bien pour les compacts,
On a Siemens, Cruze, Millennium, Zilio et d'autres marques. La différence entre les deux réside en termes d'utilisation, en nombre d'entrées, en nombre de sorties. Est-ce qu'on aura besoin des modules de plus ou bien d'ajouter des modules pour en entrée ou bien en sortie? Donc les API modulaires permettent d'ajouter des modules en entrée et en sortie. Pour des applications qui sont moins compliquées ou bien qui nécessitent moins d'entrée et de sortie, on peut utiliser les API compacts. Les caractéristiques d'un API, pour choisir un API, on va se baser sur le type de l'API, est-ce qu'il est compact ou modulaire. Bien sûr, on doit faire attention à la tension d'alimentation, la taille de mémoire et le temps de scrutation. Ça veut dire quoi le temps de scrutation? C'est le temps pendant lequel l'API il passe le test sur les entrées, les sorties, la réalisation du programme. Et vous avez le sauvegarde, la taille des mémoires, donc sauvegarde, où on va sauvegarder le programme, les types des mémoires qu'on a déjà vu au préalable, EPROM, les piles, le nombre des entrées-sorties, et c'est un critère qui est très important, le nombre des entrées-sorties. Est-ce qu'il permet d'ajouter des modules complémentaires, soit des modules analogiques, si les entrées-sorties sont des entrées, par exemple des entrées logiques, et on aura besoin des entrées analogiques. Donc on peut tout simplement ajouter des modules complémentaires si on veut réaliser une communication avec d'autres API ou bien un réseau. Dernièrement, le langage de programmation. Alors, la structure d'un API est généralement entre l'alimentation de l'automate, donc les borniers d'entrée-sortie où on trouve les interfaces entrée-sortie. Donc les entrées reçoivent les informations provenant des éléments de détection, ce sont les capteurs, et les interfaces en machine. Les sorties transmettent les informations préactionneurs, à savoir les relais, les électrovannes, les contacteurs, les distributeurs, etc. et aux autres éléments de signalisation. Donc, les éléments de signalisation, ce sont les interfaces en machine en sortie, les voyants, les signaux sonores, etc. Donc, les interfaces en entrée, donc, on a dit, il permet de recevoir les informations provenance des capteurs et traiter le signal qui permet de traiter le signal en le mettant en forme. Et pour les interfaces en sortie, permettent à l'automate de délivrer l'ordre vers les préactionneurs en sortie. L'écran qui permet la visualisation d'état des entrées-sorties. Pour la mémoire, il permet de recevoir les informations issues des entrées, de recevoir les informations générées par le processeur et destinées à la commande des sorties, et finalement recevoir et conserver le programme du processeur. Autrement dit, quand on dit que les informations délivrées par les entrées vers l'automate programmable, ils doivent être stockées, bien évidemment en premier lieu, et par la suite, ils vont être traités par le programme. Donc, la mémoire, il permet de stocker ces informations reçues des entrées. Après le traitement, on va générer des commandes, des ordres. Donc, ces commandes et ces ordres, ils vont être stockés dans la mémoire. À la fin du programme, ou bien à la fin du traitement du programme, le résultat de traitement, il va être envoyé vers les sorties. Et le programme lui-même, il va être au préalable stocké dans la mémoire. Voilà, vous avez les ports de communication. Si on aura besoin de réaliser une communication, soit l'outil de programmation ou bien le console de programmation, s'il y a des modules qu'on va ajouter, comme on a déjà dit, dans la première partie, on va ajouter des modules de communication, etc.
Alors, pour l'architecture et la constitution interne d'un API, bien sûr, il est composé des 5 éléments essentiels: l'horloge, le microprocesseur, l'interface en entrée, l'interface sortie, la mémoire. Et l'ensemble des éléments, ils sont reliés l'un avec l'autre avec ce qu'on appelle un bus. Premièrement, la notion d'horloge est déjà traitée dans la logique séquentielle qu'on a déjà vue. Alors, quel est le rôle de l'horloge? Il permet l'organisation du fonctionnement interne d'automates programmables. Et pour le processeur, c'est le chef d'orchestre qui permet de gérer l'ensemble des éléments en interne. Il réalise le programme implanté par l'opérateur. Il stocke les informations, bien les ordres délivrés dans la mémoire. Alors la mémoire, on a déjà dit qu'il stocke les informations des entrées, les informations de sortie. Et puis, ces informations, ils seront envoyées vers l'interface sortie via le bus. Bien sûr, l'interface de sortie, elle est reliée au préactionneur pour délivrer les ordres. L'interface d'entrée, elle est reliée soit avec les interfaces en machine, soit avec les capteurs pour donner l'état du système, pour donner des informations sur l'état du système. Alors, ici, on va trouver les étapes de fonctionnement et les cycles de fonctionnement répartis en 4 tâches. La première tâche, c'est la gestion du système. C'est la réinitialisation du système, la mise en marche du système, puis suivie par la deuxième tâche, qui est l'acquisition des données en entrée. La troisième tâche, c'est le traitement des données. Autrement, c'est l'exécution du programme par le processeur. À la fin de l'exécution de ce programme, les ordres ils vont être stockés dans la mémoire. Et puis, à la fin du traitement, on va affecter les sorties vers le module des sorties. Donc, vous avez l'émission des ordres. Alors ici, pour définir les types des entrées et de sorties, on doit voir le raccordement des entrées. Donc ici, on parle soit de la logique positive, soit de la logique négative. La logique positive, vous avez le commande des entrées, il est relié vers le 0. Pour donner un logique, il suffit que le capteur ou bien l'entrée délivre un logique ou bien un électrique. Mais pour la logique négative, le commande des entrées, il est relié vers le 24 volts. Pour le type de raccordement, on trouve soit 2 fils, soit à 3 fils, PNP et NPN. Pour le détecteur NPN, pour automate à logique négative, il sera activé par un 0 logique. Lorsqu'il y a détection, le transistor passant, c'est-à-dire contact fermé, va donc imposer le potentiel négatif sur la sortie S. Ici, on trouve ci-contre un exemple de raccordement des entrées. Vous avez ici à type de 2 fils et à type à 3 fils. Maintenant, le raccordement des sorties. D'abord, on doit identifier les préactionneurs qui vont être reliés vers les sorties, déterminer la source d'énergie et réaliser le raccordement. Donc les sorties, comme on voit ci-contre, ils sont reliés avec les préactionneurs, soit le contacteur, soit, bien sûr, quand on parle de contacteur, c'est la partie commande, ou bien l'électroaimant. Et avec le distributeur pour assurer la commande du distributeur. Donc, après avoir vu l'automate programmable industriel, l'architecture, les composants, le fonctionnement, maintenant, comment peut-on implanter un programme? Comment peut-on assurer la communication entre l'opérateur, entre les éléments du montage ou bien les éléments du système l'un avec l'autre? Quel est l'outil qui va permettre cette programmation?
Alors le moyen qui peut assurer cette communication, ces fonctions des API, c'est c'est de trouver un langage qui est compréhensible par l'automate programmable et euh, bien sûr compréhensible par l'opérateur qui va implanter le programme. Donc la programmation d'un API consiste à traduire dans le langage spécialisé de l'automate les équations de fonctionnement du système à automatiser. Alors parmi les langages normalisés les plus connus et les plus utilisés, on cite le langage Graph7, langage à contact et langage liste d'instructions. Alors le Graph7 est un mode de représentation d'analyse d'un système particulièrement bien adapté au système à évolution séquentielle, c'est-à-dire décomposable en étapes. On prend ici un exemple d'une perceuse automatique. Le principe de fonctionnement d'une perceuse automatisée, tout simplement, on va apporter une pièce, on va la serrer, le système va serrer cette pièce, puis on passe à l'opération de perçage. Alors l'opération de perçage est réalisée à travers la rotation du moteur et la descente du vérin, puis à la fin de cette opération, on va remonter le vérin, puis desserrer la pièce et on va revenir à l'étape initiale. Alors, les étapes, ils sont représentés par des X. X0, X1, X2, X3, X4. Parce que on remplace les entrées, les réceptivités par les entrées, les sorties, les actions par les sorties, on va trouver le Graph7 point de vue API ci-contre. Le langage à contact ou bien langage ladder. Donc c'est un langage graphique développé par les électriciens, utilise les symboles graphiques standardisés. Donc on parle des contacts en entrée, les sorties sont remplacées par les bobines. Alors les symboles sont organisés en réseau de la même manière que les branches d'un schéma logique. C'est-à-dire si vous trouvez par exemple A fois B, automatiquement les deux contacts seront en série. Si vous trouvez A plus B, les deux contacts y seront en parallèle. De la même manière, on va raisonner sur le langage ladder. Il est essentiellement dédié à la programmation des équations booléennes. Alors, pour les éléments des entrées, vous avez les contacts à fermeture ou bien les contacts normalement ouverts, les contacts normalement fermés, le symbole. Donc, si vous avez une liaison horizontale, on fait une liaison normale. Si vous avez une liaison verticale, on met une connexion verticale qui permet de relier les éléments en action parallèle. Voilà. En sortie, les éléments d'action sont quatre types de bobines. Le premier type, c'est une bobine directe qui prend directement l'état logique de l'équation. L'état logique de l'équation. S'il est égal à 0, donc la bobine sera excitée. Si égal à 0, la bobine sera désexcitée. Si l'équation égale à 1, la bobine sera excitée. La bobine l'inverse de l'état ou bien du résultat logique. La bobine de déclenchement ou bien la bobine d'enclenchement. C'est une bobine. On trouve S, c'est le 7. Le bit interne est mis à 1 et garde cet état. Si l'équation de cette sortie égale à 1, ou bien cette bobine prend directement l'état 1. La bobine de déclenchement, il prend l'état, ou bien le bit interne est mis à 0 et garde cet état. On prend ici un exemple d'une simple équation où Km égale S1 plus S2 fois S3 bar. On trouve ici S3 bar, il sera représenté par un contact qui est normalement fermé. C'est I02. S2, il sera représenté par un contact normalement ouvert. S2 fois S3 bar, ils seront mis en série. Plus S1, il sera mis
En parallèle, les trois entrées vont activer ou bien ils vont actionner la sortie Q0, 0, qui représente Km. Bien sûr, ici, c'est un simple exemple. Par la suite, on va voir les étapes détaillées, comment on réalise un programme ladder, quels sont les types de traitements et comment on va réaliser les schémas qui commandent le programme. Alors, le troisième langage, c'est le langage liste d'instructions. Alors, liste d'instructions est un langage dans lequel toutes les opérations sont décrites par les instructions mnémoniques. Ce n'est pas un langage graphique, mais c'est un langage qui contient des instructions. Alors, le tableau suivant donne une représentative de ce langage. Alors, vous avez LD, c'est load, lire les entrées et donc ou une variable interne. Donc, LD, c'est load en anglais. LDN, load, mais N, c'est négatif, c'est-à-dire on va lire l'information, mais on va lire l'inverse. Par exemple, si on a l'entrée load n i00 par exemple, donc si i00 égale à 0, par cette instruction, on va lire 1. Cette instruction, il permet de faire le produit logique entre des variables. And n, le produit logique inverse. Entre le résultat, voilà, l'état inverse du produit. Or, c'est le ou logique. Or, n, c'est l'inverse du ou logique. N, c'est la négation, not. ST, c'est l'opérand associé, prend la valeur du résultat de la zone test, stocké. STN, c'est stocké en inverse. S, la mise à 1. R, c'est la mise à 0. Finalement, end. C'est la fin du programme, on doit la mentionner à la fin du programme. Alors merci pour votre attention. J'espère bien que le cours soit clair. La deuxième part est consacrée pour la programmation en langage ladder.